On se retrouve pour le cours 11 et précisément pour la partie 5 intitulée Rapport interethnique et inégalité. Alors on va démarrer par faire un peu un état des lieux de la recherche sociologique et plus largement de sciences sociales sur la question. Et on poursuivra ensuite par les constats réalisés, par les travaux réalisés. La question des rapports interethniques a d'abord été traitée par la sociologie états-unienne dès la fin du 19e. Vous l'avez sans doute déjà appris, le premier département de sociologie de l'université de Chicago a été créé en 1892 et à ce moment-là, la ville de Chicago connaissait une croissance faramineuse de sa population liée au fait d'une immigration européenne très importante. Des Polonais, des Irlandais et autres arrivaient de façon très massive aux États-Unis et notamment dans cette ville de Chicago. Et en l'occurrence, ces sociologues de l'université de Chicago ont porté leur attention sur ces questions de relations entre populations différentes, et ils ont été sollicités également pour aider à faire face aux transformations très rapides que la ville et sa population connaissaient. Donc cette question du contact entre des populations diverses a commencé à être théorisée dès la fin du 19e. Dans le contexte français et plus largement dans la sociologie francophone, il faut attendre beaucoup plus tard, c'est presque un siècle après, pour que cette question émerge. Dans la sociologie francophone, on peut dater les travaux, ça commence à être une veine de recherche au milieu des années 90. Alors il a pu y avoir des travaux antérieurs, bien sûr, dans la sociologie française, et c'est le cas, mais qui ne constitue pas une spécialité ou un corpus constitué. Clairement, on peut constater qu'il n'y a pas très peu d'institutionnalisation du champ de la sociologie des relations interethniques. C'est encore assez vrai aujourd'hui. Voilà, on n'a pas une spécialité constituée avec des bases communes, partagées, un héritage, etc. Des institutions, des chaires, des revues. Tout ça existe aux États-Unis, mais très peu en France. Cette particularité tient sans doute pour une part au fait que la France et donc ses habitants se pensent comme un pays unitaire et homogène. L'unité nationale, c'est une idéologie très forte et très prégnante qui traverse nos représentations communes. Et en conséquence, il y a une sorte de cécité du corps social, mais aussi des chercheurs sur la diversité des populations sur le territoire français. On peut même dire que jusqu'aux années 70, il y avait une cécité sur le phénomène colonial et sur les migrations, alors que la France a été une grande puissance coloniale, et donc avec
des territoires colonisés nombreux jusqu'aux années 60 et des migrations voilà, qui ont, dont on a fait l'histoire dès le début du XXe. On a eu des migrations européennes d'abord, puis issues des colonies. Et depuis la décolonisation, on a eu d'autres vagues de migration, cette fois issues d'Europe ou d'Afrique. Les travaux que l'on va trouver sur ces questions aujourd'hui en France relèvent principalement de deux domaines. D'une part, ce qui a été appelé la sociologie de l'immigration, et puis d'autre part, des recherches sur le racisme. Alors, concernant ce qui est encore appelé sociologie de l'immigration, on a beaucoup de travaux, on peut dire, et déjà depuis quelques décennies. Pour autant, ces travaux n'ont pas été toujours cumulatifs, et on peut parler d'éparpillement, dans le sens que voilà, ça part dans des directions diverses, et il n'y a pas toujours le souci d'élaborer une connaissance commune qui s'appuie sur un héritage partagé. Donc, éparpillement des études, d'une part, avec une bonne part d'entre elles qui vont traiter des immigrés plutôt issus de pays peu développés et donc de faible qualification, et donc en conséquence des populations immigrées qui sont plutôt dans des emplois peu qualifiés. Ce qui aboutit à des recherches qui abordent cette population immigrée aussi par le prisme des classes sociales. Et donc, voilà, les populations immigrées qui ont été le plus étudiées sont les populations ouvrières. Une autre caractéristique de ces travaux est qu'on a souvent une approche culturaliste, à savoir, on va essayer de comprendre ce qui se passe culturellement lorsqu'il y a contact entre cette population qui arrive d'un autre pays et souvent d'une autre culture, et la population autochtone française qui reçoit. Et donc voilà, une part de ces travaux réfléchit en termes de contact interculturel, ce qui du coup efface ou occulte les inégalités, les rapports sociaux, voilà, les dynamiques potentiellement conflictuelles ou réellement conflictuelles qui peuvent surgir entre des populations distinctes. Un autre constat qui a été fait sur ces travaux de sociologie de l'immigration, c'est celui d'une faiblesse conceptuelle. Je vous en donne quelques exemples. Le fait que ces populations immigrées vont être prises en compte comme immigrés, mais du coup en oubliant qu'elles sont simultanément des émigrés. Ils sont partis d'un autre pays. Et donc, ne les aborder que comme des populations qui arrivent en France, c'est les tronquer, d'accord, dans une dimension de leur identité. Et donc,
ça n'est pas forcément très satisfaisant que de se limiter à cette arrivée en France, en occultant le départ, l'émigration d'un autre pays. Et globalement, c'est les LES migration qui ne sont pas suffisamment étudiées. Essayer de comprendre quels sont les phénomènes macro, à la fois politiques, économiques, socio-culturels, qui génèrent ces mouvements migratoires. Tout cela est encore trop peu étudié. Un autre aspect de cette faiblesse de la sociologie de l'immigration tient au concept mobilisé et en particulier la notion de immigré qui va donc être beaucoup utilisée dans ce champ désigne bien sûr des personnes qui ont migré d'un pays à un autre, mais on remarque dans les travaux que les immigrés dont il est question sont bien plus souvent issus de pays en développement et très peu de pays européens ou de pays d'Amérique du Nord, d'Australie, etc., de pays développés, ce qui est assez réducteur puisque ces derniers sont aussi des immigrés. Donc ça, c'est une première réserve sur une notion d'immigré qui, sans le dire, se restreint à des immigrés de pays pauvres. Et par ailleurs, cette notion va être souvent élargie dans des travaux de recherche aux descendants de ces populations migrantes. Ce qui n'est pas satisfaisant dans la mesure où ces descendants sont pour la grande part d'entre eux nés en France. Et donc, ils n'ont immigré de nulle part. Et donc, il n'apparaît pas très rigoureux de les étiqueter, eux aussi, immigrés. Et donc, englober des immigrés et leurs enfants, leurs descendants, dans la même catégorie n'est pas très satisfaisant pour un travail sociologique ou de sciences sociales. La deuxième veine de travaux concerne le racisme. Et ne sont pas propres à la sociologie. On a des historiens, des anthropologues, des philosophes, des chercheurs en sciences politiques qui ont traité de cette question avec souvent des questions larges et relativement générales, abstraites, telles que l'origine, l'histoire du racisme, l'histoire de l'antisémitisme, le rapport entre racisme et nationalisme. Pour autant, on a souvent des réflexions de type plutôt théorique, qui s'appuient bien sûr sur des épisodes historiques. Néanmoins, certains chercheurs ont pointé une faiblesse empirique, autrement dit l'absence d'enquête véritable pour traiter de cette question et un étayage, une théorisation à la fois sophistiquée mais fondée sur peu, en tout cas à leurs yeux, insuffisamment d'éléments concrets, de faits. Et donc on a là, en l'occurrence, presque une symétrie inversée avec les travaux de sociologie de l'immigration, qui pour le coup ont beaucoup d'enquêtes, mais par contre une insuffisante théorisation aux yeux d'observateurs. Sur ce parallèle qui est fait entre ces deux veines de recherche, je vous renvoie à un article de Hélène Bertheleux, qui est sociologue, un article intitulé « À propos de l'étude des relations interethniques et du racisme en France ».
qui est paru dans la Revue européenne des migrations internationales en 1997. Donc autrement dit, hein, pour ce qui concerne les travaux francophones, voilà, pas de spécialité hein, sur les rapports interethniques et des travaux hein, encore un peu épars et sans forte institutionnalisation. Alors j'en viens au constat hein, que l'on peut poser concernant ces rapports interethniques qui vont nous permettre hein, de poser hein, des jalons, des repères qui vous permettent, vous également, de penser à ces réalités. Alors, on fait le constat, les chercheurs font le constat qu'il existe des processus de différenciation, de hiérarchisation hein, simultanée. On pourrait parler de différenciation hiérarchisante hein, ou de hiérarchie différenciante, hein, c'est concomitant, en fonction de l'appartenance ethnique réelle ou supposée. C'est ce que l'on va essayer de voir de façon plus précise. Ces processus hein, sont pour une grande part le fruit de l'histoire et les différenciations hiérarchisantes qui s'opèrent sont souvent liées hein, à l'histoire de la société considérée. En l'occurrence, là, on peut évoquer Max Weber qui voyait hein, comme source importante de ces processus de différenciation, hiérarchisation ethnique, à la fois le poids de l'esclavage, donc voilà une page d'histoire relativement ancienne, hein, mais qui pesait encore à son époque et qui vraisemblablement pèse encore hein, dans les sociétés qui l'ont connu. Alors voilà, aux États-Unis, c'est beaucoup travaillé, investigué. En France, la métropole était moins concernée. Par contre, hein, c'est quelque chose qui pèse encore certainement fortement dans les rapports sociaux des territoires ultramarins français. Et c'est également la colonisation hein, qui, même si là aussi hein, c'est un épisode passé pour ce qui concerne la France, on voit hein, un poids encore bien présent aujourd'hui sur les rapports sociaux, en particulier à travers ces différenciations, hiérarchisations ethniques, et puis bien sûr le poids des phénomènes de migration voilà, qui sont anciens en France, hein, qui se sont transformés concernant les pays d'origine, mais concernant aussi les personnes hein, qui émigrent elles-mêmes. Aujourd'hui, ce ne sont plus des hommes seulement hein, qui viennent en France chercher un emploi, mais on a hein, des femmes et aussi des jeunes, voire même des enfants hein, qui migrent. Donc, ce phénomène de migration, là, qui pour le coup est bien présent et même fortement présent hein, depuis les guerres récentes hein, et donc des déplacements de population importants. Ces trois phénomènes hein, sont majeurs hein, dans les catégorisations hein, qui s'opèrent dans la vie quotidienne. Pour rester sur Max Weber, il énonce également l'idée que se constitue une croyance subjective en une communauté d'origine. C'est-à-dire que face à la diversité, hein, et donc à des phénomènes historiques de diversification, il y aurait la
constitution d'un sentiment d'appartenance communautaire d'une population, voilà, qui se perçoit comme une communauté d'origine. Donc je vous le disais, les rapports sociaux créent des catégorisations et concernant l'appartenance ethnique réelle ou supposée, voilà, on peut en citer beaucoup. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais on peut en trouver beaucoup d'autres. Il est question des Nord-Africains, des Bretons, des Roms, des Chinois, etc. Donc clairement, ces catégorisations opèrent de façon très quotidienne, ordinaire, entre des populations présentes sur le même territoire. Alors on va trouver une terminologie pour désigner ces populations. Vous avez peut-être rencontré déjà l'appellation de groupe ethnique, de groupe ethnicisé, ou le terme également de race. Et donc on va s'arrêter un peu sur cette terminologie pour voir lesquelles sont satisfaisantes et qu'est-ce que cela induit de mobiliser l'une ou l'autre. Alors, je repars d'un constat posé par Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss. Il le présente notamment dans un ouvrage tout à fait accessible, intitulé Race et Histoire, paru en 1952, et dans lequel il expose, il théorise d'un point de vue, lui est anthropologue, mais voilà, on peut considérer que c'est un point de vue de sciences sociales. Il théorise cette catégorisation raciale qu'il constate, et il la remet en perspective par rapport à sa production sociale. Et donc, en quelque sorte, il argumente, il démontre que ce ne sont pas des phénomènes biologiques, mais bien des phénomènes sociaux qui s'opèrent à travers ces différenciations. Il pointe également le fait, dans cet ouvrage, qu'il y a une attitude très ordinaire dans les rencontres entre deux populations, qui est la réaction d'ethnocentrisme, à savoir quand il y a contact d'un individu ou d'un groupe avec un individu ou un groupe différent, le premier, ou même chacun d'entre eux, vont avoir l'idée que ces autres ont des façons d'agir, des façons de penser qui sont inférieures aux leurs. Donc, à la fois, ils les considèrent comme autres et simultanément comme inférieurs, à savoir voilà, qu'ils ne sont pas autant humains qu'eux, et en tout cas qu'ils ne sont pas aussi civilisés qu'eux, pour reprendre des termes qui ont été utilisés par ces protagonistes. Cette attitude ethnocentrique n'induit pas nécessairement d'hostilité à l'égard des autres. Voilà, ça peut être simplement la représentation qu'ils sont inférieurs à son propre groupe. Un autre constat récurrent, c'est que les humains vont distinguer des sous-populations dans une société, dans un État-nation. Et là aussi, c'est quelque chose de très courant, très universel, que de créer plusieurs sous-ensembles dans un grand collectif.
Alors parfois, la notion de race, hein, est proposée et cela est, assez ancien. Ce terme de race, il a d'abord été utilisé pour les animaux, hein, par, voilà des savants, hein, qui s'intéressaient, à classer, la faune et la flore et donc ce terme de race, hein, a été, d'abord, utilisé pour distinguer différentes races animales. Heu, un médecin français, hein, alors voilà, il semblerait que ce soit le premier, er a transposé, hein, cette notion de race vers les humains en 1684, hein. Il s'agit d'un médecin français dénommé François Bernier et il proposait, hein, donc en 1684, 4 races d'hommes, hein, pour, voilà, là aussi, hein, catégoriser, les humains comme, on le faisait à la même époque pour, les animaux. Cette, transposition, hein, va être prise par d'autres penseurs de l'époque, hein, d'autres savants. J'ose pas trop utiliser le terme de chercheur parce qu'on est encore, bien avant, hein, la création des disciplines scientifiques, mais il y a néanmoins une activité, prospective, hein, sur, les animaux, sur l'humain et donc hein, on a d'autres, médecins, d'autres naturalistes, hein, qui vont, proposer à leur tour, hein, une catégorisation, des races, humaines. Alors Linné, hein, Carl von Linné, vous connaissez peut-être ce nom, a proposé lui aussi, 4 variétés, 4 races, hein, d'Homo sapiens en 1758 dans un ouvrage, dénommé Systema Naturae, en latin donc. Et puis, c'est ensuite le naturaliste, allemand Blumenbach qui, en 1775 propose une nouvelle, classification. Donc cela, voilà, je ne vais pas toutes les citer, hein, parce que finalement il y en a un certain nombre. Heu, Cela a fait florès, jusque début 20e, hein, première moitié 20e, avec, peut-être, à son apogée, hein, l'idéologie, des nazis, hein, qui distinguait, entre la race aryenne, hein, qu'ils positionnaient, en haut de la hiérarchie et puis, les autres races, hein, et notamment, la race sémite dont ils considéraient qu'elle devait, disparaître. Heu, Ça a été un choc, alors bien sûr un je parle de la Shoah là, un choc, un drame bien sûr, mais un choc aussi dans les esprits, hein, parce que de voir, l'entreprise, mortifère, aussi, élaborée, appuyée sur, ces notions de race, hein, a eu un effet, répulsif, hein, vis-à-vis de cette notion et clairement, hein, depuis les années 50, les biologistes qui, s'intéressent, hein, à l'humain, heu, posent le fait que la notion de race n'est pas adaptée aux humains. Donc il n'est pas approprié, hein, d'utiliser cette notion pour, voilà, distinguer, hein, entre, diverses, populations, humaines. Hem, pour autant, hein, cette, représentation, hein, de plusieurs, races humaines, heu, a perduré et aujourd'hui encore, hein, on voit, voilà, certains collectifs, hein, qui,
pense la diversité humaine en termes de race. Et cette représentation conçoit les populations comme des groupes biologiques, donc avec des caractéristiques héréditaires distinctes d'un groupe à un autre, et voilà, que l'on pourrait distinguer assez aisément à partir de traits physiques, physiologiques spécifiques. Cette énonciation des caractéristiques des races, c'est généralement opéré à partir des dominants. Ce sont les dominants qui choisissent les traits qui vont caractériser les autres, en l'occurrence les groupes inférieurs, et qui, ce faisant, justifient la hiérarchie qui est établie. Cette notion de race qui perdure a amené des chercheurs en sciences sociales actuels à utiliser cette notion de race entendue au sens dans un second degré, comme la catégorisation socialement construite d'une différence biologique. Autrement dit, ce n'est pas la notion de race telle que Bernier, Linné, Blumenbach l'utilisaient, mais c'est reprendre une représentation commune en tant que telle, en tant que construction sociale, puisque de fait, cette représentation est agissante et donc il faut la prendre en compte. Donc sachez qu'aujourd'hui, on a des chercheurs en sciences sociales qui vont utiliser cette notion de race, mais dans ce sens au second degré, bien en tant que représentation construite par des collectifs. Ce que l'on peut dénommer comme l'idéologie raciste, qui donc considère qu'il existe des différences entre les humains, des différences biologiques entre les humains, et qui permettent de les hiérarchiser. Cette idéologie, elle a été elle s'est développée entre le XVIIIe et le XXe siècle. Pour autant, même si la Shoah a clairement mis un coup d'arrêt en Europe en particulier, perdure dans des collectifs plus limités cette idéologie raciste. Et on a eu, jusque tardivement des États qui ont pu mobiliser des idéologies racistes. Pensez à l'Afrique du Sud, qui a mis en place l'apartheid, donc fondé sur l'idée de deux races qui ne devaient pas se mélanger et donc rester à distance dans toutes circonstances. Cette appréhension de la notion de race n'est pas partagée par tous les chercheurs. Un certain nombre de chercheurs considèrent que ça peut prêter à confusion, que ceux qui vont recevoir ces travaux de sciences sociales qui mobilisent la notion de race ne sont pas tous au fait qu'il s'agit d'un emploi au second degré et préfèrent adopter d'autres appellations telles que groupe ethnique ou groupe ethnicisé. On peut aussi envisager la dénomination de groupe racialisé, vous voyez, qui met beaucoup plus clairement, qui pose beaucoup plus clairement
la procédure de racialisation d'une population, autrement dit, qui s'éloigne très fortement de la notion brute de race. Donc la notion de groupe ethnique ou de groupe ethnicisé, elle est aussi beaucoup utilisée par les chercheurs. Pour désigner des groupes, des populations qui se distinguent entre eux culturellement, principalement, et qui se pensent également différents les uns des autres. La différence peut-être entre groupe racial et groupe ethnique, c'est que dans la pensée raciale, qui racialise les différences, il y a inévitablement une hostilité des bien classés vis-à-vis des mal classés. Hostilité pouvant aller jusqu'à vouloir leur disparition. Dans la vision perspective ethnique, il peut y avoir aussi une vision très hiérarchique, mais pas nécessairement d'hostilité, pas nécessairement voilà, la préoccupation de repousser, voire de faire disparaître les autres, les différents. Ces groupes ethniques sont définis souvent par les dominants et les dominés, ceux qui sont généralement appelés dans cette veine de recherche des minoritaires, vont bien souvent s'autodéfinir, donc reprendre les appellations et se les approprier en les modifiant peu ou beaucoup, selon les situations. Donc on a des groupes ethniques qui vont être définis bien souvent par des populations en position dominante, à la fois politiquement, économiquement, socialement, culturellement, et qui vont ainsi définir les dominés. Et donc dans ce champ, comme je vous le disais tout de suite, on parle souvent de majoritaire-minoritaire, non pas au sens numérique du terme, mais au sens sociologique. Le terme majoritaire va désigner ce qu'on appelle généralement dans les rapports sociaux de classe, par exemple, les dominants, ou dans les rapports sociaux de sexe également. Et puis les minoritaires désignent, ou l'appellation aussi de minorité, désigne les groupes dominés, voilà, dans un autre lexique. On va aujourd'hui appréhender ces groupes ethniques d'une façon beaucoup moins rigide qu'on l'a fait jusqu'aux années 70. Et c'est en particulier Frédéric Barthes qui a proposé une nouvelle théorisation de la constitution de ces groupes ethniques. Et il argumente, alors je vous ai mis le premier article qui pose cette nouvelle théorisation, et puis la traduction qui en a été faite en français, donc les groupes ethniques et leurs frontières, dans un ouvrage intitulé Théorie de l'ethnicité, paru en 1995. Et donc dans ce texte, Frédéric Barthes va expliquer que finalement
Les chercheurs, jusque-là, se sont beaucoup focalisés sur les caractéristiques, hein, le- la description hein, d'un ou de quelques groupes ethniques. Mais, nous dit-il, hein, c'est pas là que se passe l'essentiel. Et il faut plutôt déporter le regard sur les frontières qui se constituent entre groupes. Hein, donc pour lui, les chercheurs doivent davantage s'intéresser à comment hein, se constituent euh, les limites hein, de définition d'une population plutôt que de creuser hein, encore et encore ses façons d'agir, ses façons de penser, son mode de vie, etc. Euh, il explique en particulier que euh, lors de situations de contact hein, entre populations différentes, il y a très fréquemment, pour ne pas dire tout le temps, la constitution hein, d'une limite, hein, qui fait partie de quel groupe et qui n'en fait pas partie. Et donc, à travers les actions, les interactions, hein, les individus vont être catégorisés hein, dans un groupe ou dans un autre. Et nous explique Frédéric Barthes, cette frontière n'est pas rigide. Elle peut bouger en fonction de la situation et du contexte. C'est sans doute des choses que vous avez déjà expérimentées. Hein. Pour ce qui me concerne, hein, dans certaines circonstances, je me suis vue catégorisée bretonne, voilà, donc vis-à-vis de populations, par exemple parisiennes, hein, voilà, qui te demandent d'où tu viens, hein, et qui du coup, voilà, vous repoussent vers voilà, un autre groupe. Hein, vous ne faites pas partie des leurs, hein, vous êtes là en l'occurrence breton, mais dans d'autres circonstances, hein, ça va se jouer autrement. Et par exemple, à l'étranger, hein, ce ne sont pas les Parisiens vont pas m'affubler, m'assigner à la catégorie bretonne, mais vont plutôt m'englober dans la catégorie français. Donc différent hein, de voilà, la population du pays visité. Et voilà, on voit bien hein, comment, selon les circonstances, selon le contexte, les frontières ethniques et donc les groupes hein, qu'elles constituent ne sont pas les mêmes hein, et se redéfinissent en permanence. Tout à l'heure, on a nommé un certain groupe d'humains tels que le font voilà, les, nos contemporains. Hein. Quand on dit les Nord-Africains, vous voyez, on englobe hein, dans un même groupe un ensemble de populations qui, dans d'autres circonstances, hein, vont être eux-mêmes segmentés hein, et distingués. Euh, quand on dit les Asiatiques, hein, de la même façon, ou les Africains, hein, parfois voilà, on a ce chapeau, hein, cette étiquette très englobante, et puis parfois hein, on va avoir des catégorisations hein, beaucoup plus limitées. Et donc ces frontières ethniques, hein, elles bougent hein, en fonction des contextes et elles vont définir à chaque fois des groupes hein, qui ne sont pas les mêmes. Et Frédéric Barthes hein, pose hein, de façon forte que c'est cela qui est important à étudier, hein, qu'il n'y a pas de groupe fixe hein, ad vitam aeternam, mais que ces groupes se modifient finalement en même temps que les frontières hein, sont redéfinies par les protagonistes. Cette idée-là est également reprise par une sociologue canadienne qui s'appelle Danielle Juteau dans un ouvrage intitulé L'ethnicité et ses frontières. Vous trouvez aussi un article d'elle hein, sur la même thématique
Vous le trouvez assez facilement sur Internet. À ses caractéristiques culturelles, hein, donc qui peuvent renvoyer à la langue, à la religion, aux façons de s'habiller, aux façons de cuisiner, etc. Mais vous voyez, tout ce que j'énumère là n'est pas nécessairement présent, hein, dans les caractéristiques choisies pour désigner telle ou telle population. Si on pense aux Bretons, il est clair qu'une bonne partie d'entre eux ne parlent pas la langue bretonne. Néanmoins, on peut les considérer comme bretons. Donc, à ces caractéristiques-là qui sont mobilisées pour assigner une ethnicité à un individu ou un groupe, s'ajoute le sentiment d'appartenance, hein, que ressentent ou ne ressentent pas les individus concernés. Et là aussi, ce sentiment d'appartenance, il est construit, hein, en grande part en lien avec le contexte d'existence, en particulier à la présence d'autres populations à proximité, et aussi à ce qu'on peut nommer la mise en forme politique, hein, des mouvements de revendication identitaire, des mouvements de revendication d'autonomie d'un territoire. Tout cela, hein, va renforcer, alors parfois éveiller, hein, parfois renforcer des sentiments d'appartenance ethnique qui vont donc à ce moment-là s'amplifier. Mais on a aussi des circonstances, hein, qui au contraire vont réduire, hein, voire faire disparaître, hein, ces sentiments d'appartenance. Hein. Voilà, lorsqu'il n'y a pas ou plus de diversité de population, hein, à proximité, lorsqu'il n'y a pas ou plus de mise en forme politique, hein, de revendication sur cette base, eh bien, on voit le sentiment d'appartenance décroître. Du coup, ça nous amène à cette question de la conflictualité interethnique. Donc là, j'ai réfléchi à ce qui pouvait être pointé comme tel, hein, dans la période récente. Il me semble, hein, que les émeutes de banlieue ont aussi une dimension interethnique, hein, ça a été dit par les commentateurs, et aussi par des chercheurs, qu'une bonne part des jeunes impliqués, hein, dans ces émeutes étaient des jeunes issus de l'immigration, hein, et donc bien souvent assignés, hein, à une appartenance ethnique particulière, hein, voilà, descendants d'Africains, descendants de Maghrébins, etc. Et on peut penser que dans cette action, hein, de rébellion, il y a aussi un sens de revendication, de reconnaissance, hein, et donc qui comporte, hein, cette idée de non-reconnaissance, hein, de leur collectif, hein, de leur... Je ne vais pas utiliser le terme de communauté parce qu'il n'est pas approprié pour la réalité française, mais en tout cas, le sentiment d'une non-reconnaissance, hein, de ce qu'ils sont et de leur façon d'exister. Dans cette question de la conflictualité interethnique, je pense qu'on peut inclure également des mouvements revendicatifs tels que les indigènes de la République, donc une population, hein, qui bien souvent issue d'une immigration venant de pays, d'anciens pays colonisés par la France, qui en 2005, hein, lance un appel
parce qu'ils ne se sentent pas traités de façon semblable, hein, à leurs concitoyens, et ils revendiquent un traitement similaire, et que les discriminations, hein, à leur endroit soient combattues. Cet appel avait fait du bruit. C'est un réseau de revendications qui s'est transformé en parti politique en 2008. Et voilà, en interne, il y a eu des dissensions, hein, relativement fortes. Et je pense qu'on peut parler de glissement idéologique entre le moment de l'appel en 2005 jusqu'à aujourd'hui. Hein, voilà, il y a une sorte de radicalisation qui s'est instituée. Dans la même, du- oui, de façon peut-être assez proche, hein, émanant de minorités résidant sur le territoire français. On a vu apparaître également en 2005, hein, donc vous voyez, c'est simultané, c'est concomitant, hein, avec les émeutes, et on peut penser que là, il y a eu vraiment une remise en question, hein, de du vivre ensemble, hein, de l'appartenance nationale. Et là, en l'occurrence, hein, ce sont les associations, alors je reprends les termes qu'elles utilisent elles-mêmes pour se dénommer, les associations noires de France qui se sont réunies en un conseil représentatif des associations noires de France, ce qu'ils appellent le CRAN, hein, avec les initiales. Et donc c'est tout un ensemble d'associations qui se sont fédérées pour défendre, hein, la population noire résidant en France. Là aussi, hein, il y a eu des dissensions internes, mais ils ont été néanmoins très actifs, hein, pour révéler les discriminations et tenter, hein, d'agir à leur encontre. Ils ont été aussi très actifs plus récemment vis-à-vis de certains animateurs dans l'audiovisuel, hein, qu'ils ont considérés comme étant incitateurs, hein, à la haine raciale, hein, pour reprendre les termes de la loi. Et là aussi, hein, ils ont été très actifs et ont obtenu, hein, dans certains cas, le limogeage de certains animateurs dans l'audiovisuel. Donc voilà, ces entités-là, il y en a d'autres évidemment, hein, mais ce sont peut-être les plus visibles, me semblent participer, hein, d'une conflictualité interethnique, hein, portée, hein, par, là en l'occurrence, par des minorités, hein, qui contestent, hein, l'infériorisation, les discriminations qu'ils connaissent. Alors, de façon assez différente, hein, mais c'est encore la question du conflit, hein, qui apparaît là. On peut considérer les actions, les manifestations de collectifs nationalistes ou de collectifs anti-migrants qui, là pour le coup, hein, vont se mobiliser pour nuire, hein, et entraver voilà, l'installation et la vie ordinaire, hein, de populations étrangères sur le territoire national. Donc évidemment, hein, ces mobilisations ne sont pas de même nature, mais dans tous les cas, hein, il me semble qu'elles portent, hein, une conflictualité interethnique. Bon, peut-être vous en avez d'autres à l'esprit, hein, en tout cas, il y en a certainement d'autres, hein, qui pourraient être pointés et étudiés, hein, puisque là, ce sont vraiment des temps de cristallisation identitaire fort, hein, entre des populations
différentes, hein, parfois peu différentes, parfois plus. Mais là, hein, à travers des, des mouvements, hein, des mobilisations telles que ceci, il y a oui, une cristallisation, hein, des différences. Alors, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme exemple de différenciation ethnique? Alors, il y a des choses sans doute qui vous sont venues à l'esprit, hein. Euh, Clairement, hein, il y a ici aussi, hein, la sélection de certaines particularités, l'amplification de certaines particularités, mais parfois aussi l'invention, hein, de certaines particularités, euh, des particularités de l'apparence, hein, du look. Alors ça peut être la couleur de peau, hein, qui va être choisie comme caractéristique, hein, de distinction. Mais ça peut être la langue, ça peut être des façons d'agir, des façons de s'habiller, des façons de penser, hein, des religions. Tout cela, hein, peut être mobilisé pour différencier, hein, des populations les unes des autres. Ce sont aussi les politiques publiques, hein, qui vont participer aux catégorisations ethniques à travers notamment des dispositifs, hein, qui vont cibler des populations, hein, et qui donc de ce fait, hein, les distinguent, hein, des autres résidents du même territoire. Autrement dit, hein, on va avoir une définition des minoritaires, hein, donc minoritaires au sens sociologique. Ils peuvent être plus nombreux, hein, au sens, ils peuvent être plus nombreux numériquement, mais pour autant être dans des situations minoritaires. Pensez en Afrique du Sud, hein, très clairement, les Blancs étaient majoritaires sociologiquement, mais numériquement, ils étaient évidemment en bien moins grand nombre, hein, que la population noire. Donc une définition des minorités par les majoritaires, donc qui vont pointer, hein, des caractéristiques voilà, censées être spécifiques, hein, de ces minorités pour, hein, les distinguer d'eux-mêmes en particulier, et puis éventuellement les distinguer entre eux. Et ce faisant, hein, les majoritaires se définissent eux-mêmes, hein, en creux, puisque les caractéristiques qu'ils assignent à, à ces minorités, hein, ne sont pas celles qu'ils partagent, et en conséquence, hein, ils s'auto-définissent eux-mêmes, hein, en définissant les autres. Ils s'auto-définissent eux-mêmes en creux, hein, en quelque sorte en négatif, sans avoir besoin de le nommer. À aucun moment ils vont dire, hein, qu'il faut être blanc, qu'il faut être euh, résident, né ici, etc. Mais cela découle, hein, de la façon dont ils vont caractériser les autres, hein, les minorités. À ce phénomène de définition par les majoritaires, donc dans les relations quotidiennes, à travers des dispositifs, des politiques publiques, euh, à cette définition des minorités s'ajoute l'autodéfinition, hein, que font d'eux-mêmes ces minoritaires. Et en l'occurrence, hein, ils vont reprendre, hein, les caractéristiques qui leur sont assignées, parfois les amplifier, parfois tenter de les effacer. Donc c'est pas nécessairement une appropriation à l'identique, hein, c'est bien souvent une appropriation
sélective et qui transforme, qui révise en quelque sorte les caractéristiques posées par les dominants, mais il y a toujours cette autodéfinition des minoritaires qui se réalise en vis-à-vis de cette définition par les majoritaires. Et donc c'est ce processus-là, donc à la fois externe au groupe, la définition par les autres, et interne au groupe, la définition par les minoritaires, c'est bien ce processus qui aboutit à ce que l'on appelle l'ethnicisation, c'est-à-dire voilà, la création de différents groupes ethniques ou groupes ethnicisés, si on veut souligner le fait que ça n'existe pas en soi, c'est bien un processus de constitution, de production qui se réalise dans les relations, dans les rapports sociaux. Donc voilà comment on peut envisager les groupes ethniques, les groupes ethnicisés dans la réalité contemporaine. Alors je vous parlais des catégories qu'opèrent les politiques publiques, et il y a dans tous les pays des recensements avec donc du coup des catégorisations qui sont faites de la population. Une partie des pays, alors la catégorisation d'âge, la catégorisation de sexe, je pense qu'elle existe partout. La catégorisation ethnique n'est pas réalisée par tous les pays. Si l'on prend en compte les 138 pays de l'ONU qui ont réalisé un recensement autour de 2000, ce sont 87 d'entre eux qui ont collecté des informations ethno-raciales. Alors, soit au moment du recensement, c'est un enquêteur qui catégorise lui-même. C'était le cas par exemple aux États-Unis avant 1960, ou bien c'est l'enquêté lui-même qui va cocher parmi les catégories proposées la case qui lui convient. Alors en Grande-Bretagne, il y a plusieurs questions sur cette réalité. Il y a la question de la nation de naissance, et donc les Britanniques doivent choisir entre anglais, gallois, écossais, irlandais du Nord, irlandais du Sud, autres. Il y a une autre question qui porte sur leur identité nationale, et là aussi ils doivent cocher entre anglais, gallois, écossais, irlandais, britanniques, autres. Et on leur demande également quelle est leur religion et quelle est leur maîtrise de la langue. Donc voilà, un cas de figure possible. Et puis on a aussi des recensements qui vont permettre aux enquêtés de cocher plusieurs cases parmi les catégories proposées. C'est le cas aux États-Unis désormais, c'est le cas au Canada et dans d'autres pays. Alors dans le recensement canadien, là vous avez la copie de la question posée au Québec, donc elle est en français, en 2006 au moment du recensement. Et donc la question qui est posée, donc c'est à remplir pour chacun des membres de la famille qui habitent le même logement. Et donc pour chacun, la personne qui remplit le formulaire du recensement, donc voilà, généralement la mère ou le père vont remplir, et donc pour chacun d'entre eux vont cocher si cette personne est blanc, chinois, sud-asiatique,
noirs, philippins, latino-américains, asiatiques du sud-est, arabes, asiatiques occidentales, coréens, japonais, autres. Et donc il est indiqué de préciser si le autre est retenu. Il est précisé au début de cette question que ces renseignements servent de fondement à des programmes qui donnent à chacun une chance égale de participer à la vie sociale, culturelle et économique du Canada. Autrement dit, il pose le fait que ces questions serviraient à déceler d'éventuelles discriminations et en conséquence, il est important d'y répondre pour pouvoir les cerner. Pour autant, vous voyez que cette liste est assez étrange, à des yeux français en tout cas, puisqu'elle est constituée de catégories de couleurs. On s'appuie sur le phénotype, blanc, noir, ça renvoie à la couleur de peau. Elle comporte également cette même liste des nationalités, chinois, coréens, japonais. Et puis ensuite, elle comporte également des aires géographiques beaucoup plus larges qui englobent plusieurs pays. Voilà, sud-asiatique, latino-américain, asiatique du sud-est, arabe, asiatique occidental. Bon, autrement dit, on a une catégorisation là qui est assez étrange puisqu'elle elle mélange des choses qui sont assez disparates entre l'appartenance continentale, la nationalité, la couleur de peau. On a affaire à des réalités quand même assez, assez éloignées. Donc ça pose vraiment question. En tout cas pour nous, Français, on ne partage pas cette vision et cette façon de faire. Alors en France, il n'y a pas de statistiques ethniques, ça n'est pas autorisé. Là encore, en lien avec la, la représentation du pays comme une unité, voilà, avec une homogénéité. C'est le référent républicain, universaliste, antiraciste, assimilationniste qui là pèse fortement pour amener voilà, le législateur à considérer qu'il n'est pas souhaitable de réaliser des statistiques ethniques. Entre chercheurs, alors c'est un débat déjà dans le corps social, avec voilà, certaines associations, des collectifs, d'ailleurs d'obédiences très diverses, qui réclament des statistiques ethniques, d'autres qui au contraire s'y opposent. Le CRAN, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, souhaite des statistiques ethniques, alors que SOS Racisme s'y oppose. Dans les collectifs nationalistes ou anti-migrants, il y a souvent le souhait de mettre en place des statistiques ethniques. On se doute bien que c'est pas pour défendre, pour contrarier les discriminations. Entre chercheurs, c'est également un débat vif qui a lieu sur cette thématique. Pour les uns, faire des statistiques permettrait d'objectiver les discriminations, mais pour d'autres, il y a le problème de l'effet des catégories, avec l'idée qu'elles peuvent être performatives, c'est-à-dire qu'en assignant des individus à une identité ethnique, on participe à produire cette, ce groupe, cette classe ethnique, et cela est effectivement problématique. Et puis, par ailleurs, le problème aussi de l'usage des catégories
que, que sait-on des garanties de la sécurité possible des fichiers, même dans l'hypothèse où la mise en œuvre a des objectifs louables, de combattre les discriminations? Quelle garantie peut-on avoir de l'usage ultérieur de ce fichage, voilà, y a-t-il pas des risques, en fonction de qui arrive au pouvoir, des risques de contrôle de la population, des risques de stigmatisation de certaines populations. Voilà, on sait par le recul historique combien les fichiers peuvent être dangereux et ont pu participer à des oui, même à des génocides. Donc clairement, ce sont des questions qui sont complexes et sur lesquelles il n'y a pas de consensus non plus entre chercheurs. Alors que se passe-t-il en France? On va néanmoins traiter de ces questions, mais en utilisant des indicateurs. Autrement dit, on ne demandera pas au moment du recensement comment les gens se catégorisent eux-mêmes, on ne les catégorisera pas non plus, mais on va utiliser le lieu de naissance, le prénom, le nom, en l'occurrence la, la consonance de ces noms et prénoms, le lieu de naissance des parents, qui permet de voir aussi si l'enfant a migré ou s'il est issu de l'immigration, la langue parlée au foyer. Bon, tout cela sont des éléments qui vont permettre de cerner d'une façon relativement sûre si un individu est, est immigré ou non, s'il est étranger ou non, et cela dans diverses, diverses recherches. Les méthodes qui sont mises en œuvre peuvent être des enquêtes quantitatives. Je vous en citerai une ultérieurement sur ces questions, mais bien sûr aussi des enquêtes qualitatives qui vont davantage s'intéresser aux ressorts, aux ressorts sociaux, à la fois des discriminations, euh, mais également à des représentations stéréotypées. Et puis, de, un type d'enquête plus récent, ce que l'on appelle le testing. Voilà, on a repris le terme anglais pour désigner ces enquêtes à travers lesquelles on met en place une expérimentation en situation réelle. C'est-à-dire que, par exemple, en face d'une véritable annonce d'offre d'emploi, un chercheur va envoyer des candidatures fictives en faisant varier, par exemple, le nom, la photo, et en laissant identique le reste du CV pour voir si ces éléments pèsent ou non dans la réception qui est faite de cette candidature. C'est aussi se présenter devant des établissements publics tels que restaurants, boîtes de nuit, bars, pour voir si l'apparence des individus peut donner lieu à des discriminations du fait d'une catégorisation en lien avec l'origine ethnique réelle ou supposée. Là, je vous ai mis un exemple d'une telle enquête qui a eu lieu en 2008 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration en France. Et ce qui a été constaté par les chercheurs, c'est que les employeurs favorisent 4 fois sur 5, donc ce qui est énorme, l'ascendance supposée française des candidats. Donc voilà, c'est des expérimentations qui sont réalisées régulièrement et qui montrent bien ces décalages entre une population supposée française et une population supposée étrangère ou d'origine étrangère.
On va s'en tenir là pour aujourd'hui et l'on poursuit à la prochaine séance. Bon travail d'ici là. Au revoir.